C'est un vol de nuit, vol accompli par quelqu'un manifestement bien informé. C'est un cambrioleur expérimenté et extrêmement adroit. On a l'impression que c'est une copie d'Arsène Lupin. La place de ce genre d'événement, c'est plutôt au cinéma que dans la réalité. C'est un film, quoi. Dans l'histoire des vols de tableaux, c'est sans doute le plus terrible en termes de dommages apportés à notre patrimoine. Oui. Le voleur entre à 3h35, il ressort du musée d'art moderne à 3h51. En 16 minutes, 5 œuvres majeures ont disparu des collections françaises. On l'a appris en toute fin de matinée, 5 tableaux de maîtres ont été volés cette nuit au musée d'art moderne de la ville de Paris. Valeur estimée 100 millions d'euros, du jamais vu. Mais c'est d'abord un grave préjudice au patrimoine de l'humanité. C'est un vol exceptionnel, le plus important qui soit intervenu dans un musée français depuis 40 ans. 5 toiles de maître volées en cette nuit du 19 mai 2010 au musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais quelles sont ces peintures de Matisse, Braque, Picasso, Modigliani et Léger que l'on doit qualifier de chefs-d'œuvre? Le tableau d'Henri Matisse date de 1905 et celui de Georges Braque de 1906. Tous les deux sont des paysages caractéristiques du fauvisme, un mouvement artistique marqué par l'audace des couleurs, appliquées avec force et de manière instinctive. Le tableau de Picasso est une œuvre de sa période cubiste. À partir de 1907, mon grand-père, comme d'autres artistes et notamment Modigliani, découvre l'art primitif venu d'Afrique et d'Océanie au Musée de l'Homme. La simplification des formes et l'abolition de la notion de perspective conduiront ainsi Picasso au cubisme, dont le pigeon au petit pois de 1911 en est ici une parfaite illustration. Pour Modigliani, cette découverte des artistes primitifs l'inspire dans la représentation de portraits féminins aux formes étirées et au visage sans regard, dont la femme à l'éventail de 1919 est un exemple caractéristique. On dirait un masque. Le tableau de Fernand Léger représente une nature morte, un thème classique dans l'histoire de l'art. Cette nature morte au chandelier date de 1922. Elle est composée comme un collage de plusieurs objets, une table, un chandelier, une tasse, une fenêtre avec un paysage à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle sa période moderniste, et cette manière frontale de représenter les objets sur un seul plan s'inspire directement du cubisme. On évoque pour ces 5 œuvres une valeur totale de 100 millions d'euros. Mais c'est surtout un préjudice porté au patrimoine de l'humanité, car chaque œuvre est unique et ne peut être remplacée. Et ce n'est pas seulement pour le montant du butin que cette affaire est exceptionnelle. Des caractéristiques du vol jusqu'à son épilogue, c'est une succession d'incroyables rebondissements. Nous sommes le lendemain matin, le 20 mai 2010, au moment de la découverte du vol. J'apprends la nouvelle du vol chez moi. Il doit être un peu plus de 7 h du matin, et c'est le responsable de la sécurité du musée qui m'appelle et qui, dans un premier temps, m'annonce la disparition de 4 tableaux. Il me rappellera 5 minutes plus tard pour me dire qu'un 5e tableau a disparu. Et à ce moment-là, je suis comme assommé par cette nouvelle que j'ai du mal à réaliser. Et j'appelle immédiatement la direction des affaires culturelles. Coup de téléphone. Et donc de voir afficher le nom d'un directeur de musée de cette importance à une heure aussi inhabituelle, c'est évidemment parce qu'il y a un événement majeur, c'est le cas. Et là, évidemment, la préoccupation, c'est quel tableau? Et là, il me déroule, évidemment, Modigliani, Picasso, Braque, Léger, Matisse. Et je prends ma bicyclette et je vais en bicyclette
de chez moi jusqu'au musée en longeant les quais. C'est une très belle journée. Il fait un temps absolument splendide, le ciel est parfaitement bleu et il fait presque doux. C'est l'ambiance de Jacques Dutronc, hein. C'est Paris se lève, Paris se réveille. Donc c'est tôt, c'est beau, c'est dramatique. C'est comme si on m'avait appris le décès de quelqu'un de proche ou que j'admire ou que j'aime et que je me rends donc à son chevet. C'est la même violence, celle de la mort de quelqu'un. Je suis arrivé au musée un peu avant 9 h du matin. J'étais venu prendre mon poste comme d'habitude. Et donc arrivé au niveau de la porte d'entrée du personnel, il y avait déjà quelques collègues qui attendaient. Nous sommes tous un peu sonnés par cette information. Tout le monde est absolument abattu. Les gens baissent tous la tête, enfin, ils sont comme, eux aussi comme assommés. En 22 ans d'ancienneté, c'est la première fois que je vivais une situation aussi extrême. J'étais un peu en territoire inconnu. Et en m'approchant de la fenêtre, je vois les policiers qui sont là et à l'extérieur, il y a posé sur le sol les cadres des tableaux disparus. Et c'est vraiment en voyant les cadres que je réalise que le vol a eu lieu. Que ces tableaux avaient été littéralement arrachés de leur cadre. C'était la réalité de la violence qui tout d'un coup m'apparaissait. Et ce qui était marquant à cet endroit, c'était le silence. Pourtant, l'avenue de New York se trouve à quelques mètres. Et ce matin-là, je n'entendais pas les voitures passer. Sur place, j'étais plutôt, disons, comme un accidenté qui était entouré d'infirmiers, de brancardiers. Et je voyais les policiers comme des gens qui allaient nous aider à retrouver les tableaux. Sur le moment, on va les retrouver dans la journée. Ils sont quelque part, pas loin, dans une rue à côté. Avenue Marceau, rue Lauriston, je sais pas, enfin pas loin. Ils sont passés par l'une des baies qui se trouve côté quai de New York. Et la nuit, c'est évidemment un endroit assez désert. Quand on apprend la nouvelle d'un vol pareil, d'abord c'est la stupéfaction. Ça semble complètement aberrant de voler des chefs-d'œuvre pareils. Et puis la tristesse, parce que c'est une énorme perte pour le musée bien sûr, mais aussi pour le public, de pouvoir apprécier ces œuvres-là, quoi. Oui, on est complètement abasourdi par ce type de vol, quoi. Un scénario digne d'un film que les experts de la police scientifique tentent de reconstituer. Le vol au musée d'art moderne de Paris, c'est effectivement la dernière affaire la plus spectaculaire dont a été saisie la BRB. C'est une scène hors du commun parce que le préjudice est énorme. Les pièces qui ont été dérobées sont des pièces uniques d'artistes majeurs. Donc ça nécessite le déploiement là d'une enquête de longue haleine pour ne laisser passer aucun indice, exploiter toutes les pistes possibles. Chaque année ou presque, des œuvres d'art sont volées dans les musées français. Des œuvres que l'on ne retrouve pas toujours. Quand vous regardez les cambriolages qui ont lieu dans les musées d'une manière générale, il y en a 2 ou 3 chaque année. À chaque fois, le préjudice est beaucoup plus important que lorsque les vols sont commis pendant les horaires d'ouverture en pleine journée. Parce que l'opportunité est plus importante, il y a un petit peu plus de temps pour le voleur, et donc il peut mettre la main sur davantage d'œuvres. La découverte du vol s'est faite lors de la dernière tournée des agents de nuit, qui s'est faite un peu avant 7 h du matin. Ils ont été alertés par l'absence de tableaux sur les murs et par le fait que la fenêtre qui donne dans la grande salle, où il y avait le Fernand Léger, était entièrement ouverte. Une fenêtre qui, en principe, ne s'ouvre pas. Alors ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'une vitre à l'arrière du musée a été brisée, ainsi qu'un cadenas qui aurait été brisé. Et puis les caméras de surveillance du musée ont constaté qu'un individu s'était introduit cette nuit dans le musée.
les caméras, elles vont enregistrer les images. C'est comme ça qu'on sait qu'il est rentré à 3h35 et qu'il est sorti à 3h51. Donc c'est pas une équipe, il n'y a pas 46 000 personnes. C'est manifestement quelqu'un dont les images suggèrent un grand professionnalisme, une grande agilité. Et que manifestement il savait où il devait aller et quels étaient ou les tableaux qu'il devait voler. Les images vidéo sont assez floues. Les policiers se plaindront d'ailleurs du fait qu'elles ne peuvent pas utiliser les images vidéo pour faire un portrait robot du voleur. Elles ont en gros une silhouette. Mais en revanche, elles permettent de voir qu'il y a quelqu'un qui fait des allers-retours dans le musée avec des tableaux sur le bras. Pour moi, en tout cas, ça ne peut pas être juste Arsène Lupin qui est entré dans le musée d'art moderne et qui a fait une bonne pioche. Pour décrocher les tableaux de cette importance, d'une manière qui semble assez facile, pour moi, incontestablement, derrière, c'est très organisé. Et je ne cesse de le penser, je ne cesse de le répéter. C'est évident que le vol était un vol, disons, organisé avec un haut degré de perfection. Un voleur a été filmé par les caméras de surveillance. Il est passé par la fenêtre arrière en cisaillant un cadenas. Le musée est pourtant doté d'un système d'alarme. La mairie de Paris, visiblement embarrassée, reconnaît ce soir qu'il était défectueux depuis 2 mois. Il y a 3 personnes en permanence dans le musée qui donc étaient là et le système a donc été déjoué de toute évidence puisque les 3 personnes présentes n'ont rien vu. Sur une des alarmes, le niveau sonore est insuffisant, voire inexistant. Et que si la vidéo s'est mise en marche, elle n'a pas à renvoyer l'alerte au système sonore, au système visuel. En fait, le système est en carafe. Il est en carafe depuis 2 mois. Je lisais, j'entendais dans la presse, musée coupable, personnel incompétent, faute grave, défaillance. Mais les vigiles n'ont rien vu. L'alarme n'a pas sonné, elle était en panne depuis 2 mois. Un incroyable défaut de surveillance. C'était très difficile pour moi de rester insensible à ce genre d'attaque ou de critique virulente. La sécurité, c'est une chaîne avec plusieurs maillons. Et donc, quand il y a une défaillance au niveau d'un maillon, toute la chaîne est concernée. Mais je ne parlerai pas de culpabilité. On savait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas très bien. Cette chose-là, on en attendait la réparation. Mais on ne s'attendait pas. Enfin, je veux dire, ce qui est peut-être difficile à s'imaginer aujourd'hui, c'est que ça ne paraissait pas possible qu'on puisse faire ce vol. Mais ce qui me trouble, c'est que cette réparation qui n'a pas été effectuée encore sur une alarme pour son niveau sonore est un élément d'information qui a forcément été partagé. Donc je pense qu'ils savent, oui. Il connaissait certainement un certain nombre de failles, peut-être pas toutes, mais il avait certainement identifié un certain nombre de failles. Oui. Il y avait 2 choses différentes. Il y avait à la fois des défaillances techniques et puis éventuellement une complicité interne. Quand on est saisi d'une affaire de vol, l'obligation qui va être faite, c'est de ne pas oublier des gens pas forcément soupçonnés, mais en tout cas soupçonnables. Donc nécessairement, ça va passer par vérifier l'emploi du temps des gens qui peuvent être employés. J'ai reçu une convocation de la BRB, comme tous mes collègues. Ça a duré à peu près 1 heure. C'était des questions très simples sur ma vie personnelle, sur des éléments suspects que j'aurais pu repérer éventuellement les jours ayant précédé le vol. Ils ont fait une 30aine d'auditions, toute une partie du personnel y est passé. Ils se sont même renseignés sur un certain nombre de visiteurs. Ils n'ont rien trouvé de ce côté-là. Aussi loin que l'enquête a été, il n'y a pas la moindre preuve de complicité. Je ne crois pas qu'il y ait eu de complicité au sein du musée.
Donc ils sont quand même dans le flou et ils ne trouvent rien. Quelques mois plus tard, ils ont une information. Ils ne diront jamais ce que c'est cette information, qui leur dit qu'ils devraient surveiller un certain Vrejan Tomic. L'itinéraire de cet homme va révéler qu'il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en fait, on peut dire que c'est un spécialiste du vol de tableau. La méthodologie, le process à suivre, il en a déjà d'évidence une certaine expérience. Alors, Vrejan Tomic, il a 42 ans, il est assez grand, c'est un sportif, il court vite, comme il dit, c'est un très bon sprinter. Apparemment, les policiers, quand ils parlent de lui, ils l'avaient surnommé l'araignée. On imagine que c'est en référence à Spider-Man, parce qu'effectivement, il passe son temps sur les parois des immeubles des villes. Et la plupart de ces cambriolages, il les fait, comme disent les policiers, par escalade. On a l'impression que c'est une copie d'Arsène Lupin. Quand on lui demande sa profession, il dit cambrioleur. Quand on lui demande s'il a fait autre chose dans la vie, il dit « Ah bah oui, j'ai un diplôme d'électricien que j'ai passé en prison, je m'en suis jamais servi, je vis de mon... » Il dit pas de son art, mais il pourrait le dire, parce que par ailleurs, il est assez ironique. Mais il dit « Je vis de mes vols ». Il y a donc un suspect identifié, c'est un cambrioleur expérimenté. La particularité d'un vol de tableau dans un musée est que sa préparation est en fait assez facile. En effet, le voleur a tout le loisir d'effectuer autant de repérages qu'il le souhaite. Il lui suffit, comme n'importe quel visiteur, vous et moi, de venir plusieurs jours de suite, prendre un ticket d'entrée et de se promener en observant précisément les différents systèmes de sécurité, tout en imaginant son parcours le jour J. Pour voler un petit tableau, les cambrioleurs agissent souvent en plein jour. C'est le vol à la décroche. Mais pour un grand tableau, dans un musée très fréquenté, ils optent plutôt pour un vol de nuit. Il s'agit alors d'un vol beaucoup plus élaboré qui demande une expérience importante, car il faut se mesurer à un système de sécurité normalement très efficace. Ce type de vol n'est pas un vol d'opportunité. Dans notre affaire, le malfaiteur prévoit un vol rapide, ne restait que quelques secondes, 1 minute tout au plus, pour s'emparer d'une seule toile de Fernand Léger. Et pour cela, il a préparé son forfait méticuleusement. Il est d'abord allé faire son marché, donc il est allé au Castorama de la place Clichy, il explique, pour chercher tout le matériel dont il a besoin. Des ventouses à l'escabeau, de la pince coupante au petit tournevis pied de biche pour pouvoir retirer les clous, une perceuse visseuse à pile. Il dit, tout ce matériel-là, ça m'a coûté 200 €. Il se souvient très bien de toutes ses courses. Et ensuite, il va aller, plusieurs nuits de suite, préparer sa fenêtre. Préparer sa fenêtre, ça veut dire d'abord mettre du décapant. Il y a 20 vis autour de la fenêtre, donc il met très bien son décapant. Après, il revient le lendemain, le décapant a commencé à agir. Après, il va utiliser le papier de verre pour retirer toute la peinture et qui lui permettront ensuite de bien dévisser les vis et pour pouvoir, au dernier moment, retirer la fenêtre. Il le fait entre 2h et 5h du matin, donc ce sont des heures où il y a quand même assez peu de monde. Néanmoins, visiblement le dernier soir, il y a un skater qui était dans le coin et qui, après le vol, viendra dire qu'il a vu quelqu'un autour de la fenêtre et il reconnaîtra effectivement Tomic plusieurs mois plus tard quand il se fera prendre en disant « bah oui, c'est effectivement lui que j'avais vu traîner autour de la fenêtre ». En fait, il ne traînait pas du tout, il était en train méticuleusement de préparer son vol du lendemain.
Quand il enlève la fenêtre, la surprise pour lui, c'est qu'il n'entend aucune alarme. Il aurait dû y avoir, premièrement, une alarme sur la fenêtre. En réalité, il se trouve que cette alarme-là ne marchait qu'en cas de cassure du verre. Visiblement, c'était un système qui n'avait pas prévu qu'on puisse simplement retirer la vitre. Deuxièmement, en principe, il y a aussi des alarmes volumétriques qui sont mises en place. Elle avait été coupée 2 mois auparavant par des gardiens parce qu'elle était défectueuse et qu'elle se déclenchait même quand il ne se passait rien. Donc évidemment, eux ne pouvaient pas faire leur travail correctement parce qu'ils étaient sans arrêt dérangés par cette alarme. Cette alarme, normalement, elle était reliée à un écran particulier qui se met en route dès qu'il y a un incident. On s'apercevra qu'en plus, cet écran-là était lui-même défectueux. Et enfin, il supposait qu'il y aurait peut-être une alarme sur le tableau. Là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Dans la mesure où il n'a rien entendu, une fois qu'il a pris le premier, il est ressorti, il l'a posé sur le balcon. Là, il s'est dit quand même, l'occasion est trop belle, je vais continuer et je vais voler davantage. Il rentre à nouveau dans le musée, il va dans la salle qui est juste à côté, la salle 1, contiguë, et là, il va voler 3 autres tableaux. La pastorale d'Henri Matisse, l'Olivier Lestat de Georges Braque, le célèbre Pigeon au petit pois, qui est une toile cubiste de Pablo Picasso. À ce moment-là, il se pose une nouvelle question, est-ce que je m'arrête, est-ce que je continue ? Il avait écarté la possibilité de voler un Modigliani, parce que la salle 8, elle est à l'autre bout de l'étage. Il se dit, je vais quand même aller voir, et encore une surprise, la chaîne n'est pas fermée. Le cadenas est là, mais le cadenas n'a pas été fermé. Il a eu simplement à retirer le cadenas et à ouvrir la chaîne. Et là, dans la salle 8, comme d'habitude, il dit qu'il a fait son choix en prenant la toile qui lui plaisait le plus, La femme à l'éventail, de Modigliani. Il est sorti. Là, il avait 5 toiles. Il s'est dit, peut-être que ça suffit comme ça. On pourrait dire que c'est le jazzman du cambriolage. C'est-à-dire qu'il a un thème, il a bien fait son thème, et puis après, il improvise. Et là, l'improvisation est assez magistrale. Il a retiré les cadres, parce qu'il voulait les transporter sans mal. Évidemment, les cadres, c'est quand même ce qu'il y a de plus lourd sur un tableau. Il est 4h30 du matin, le vol du musée d'art moderne est terminé. En 16 minutes, 5 œuvres majeures ont disparu des collections françaises. Je n'imagine pas qu'à 4h du matin, aussi bien préparé, tout d'un coup, on soit pris, disons, d'une inspiration soudaine. Je crois qu'on prépare ce genre de choses vraiment longtemps à l'avance et qu'on sait exactement ce qu'on va faire. Et qu'il connaissait parfaitement le musée, qu'il avait très bien repéré chaque détail du musée et qu'il savait ce qu'il faisait. Est-ce que c'était la commande d'un tableau ou est-ce que c'est l'occasion qu'a fait le larron et le larron en a pris 5 alors qu'il était requis de n'en prendre qu'un. Là, il y a une vérité judiciaire qui sera établie le jour où une décision définitive sera rendue, puisqu'il y a des contradictions entre les différents protagonistes sur ce point. Tomic raconte qu'à 4h30, il a pris sa voiture et il est parti vers l'Est parisien. Ce qui est prévu, c'est qu'il retrouve, une fois que tout ça est terminé, son commanditaire. Ils ne se sont pas donné de rendez-vous, ils ne savent pas exactement quelle sera l'heure. En revanche, ils ont un lieu où généralement ils font des échanges de marchandises, qui est un parking public dans le 12e arrondissement, et ils se retrouvent au 4e sous-sol à chaque fois pour faire les échanges de marchandises. Le problème, c'est que là, effectivement, il est très très tôt le matin, il laisse la voiture dans le parking et il va faire un tour dans Paris.
Vers 9 h, il téléphone à son commanditaire et il dit « ça y est, j'ai la marchandise, on se retrouve à l'endroit habituel ». Ces deux-là se connaissent, ils ont travaillé ensemble depuis quelques années de façon intermittente, mais enfin suffisamment pour s'être donné des surnoms. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils se donnent le même surnom. Ils s'appellent Joe. L'un appelle l'autre Joe et réciproquement. Ce deuxième homme, Jean-Michel Corvez, c'est un antiquaire. Il a 55 ans, classe. En fait, les policiers vont assez vite s'apercevoir qu'il ne vend pas grand-chose et qu'en revanche, il a une partie cachée de sa vie qui est celle de receleur. Dans un vol d'œuvres d'art, le plus compliqué est souvent l'après, et le changement de main pose la question de la préservation des tableaux. En effet, dans un musée, la conservation des œuvres d'art répond à des règles très précises. Elles sont manipulées avec beaucoup de précautions et les salles d'exposition sont toutes régulées avec un taux d'hygrométrie spécifique. Après un vol, en quelques minutes, le ou les tableaux volés sont soumis à des agressions extérieures inédites et violentes. Il n'est pas rare de les retrouver dans de piteux états en raison de leurs mauvaises conditions de conservation qui créent des dommages parfois irréversibles. Dans notre affaire, dans laquelle tous les protagonistes bénéficient bien sûr de la présomption d'innocence dans l'attente de leur procès, les policiers qui surveillent Vrejan Tomic seront mis sur la piste d'une seconde personne, Jean-Michel Corvez, dans le cadre d'une autre affaire de cambriolage. Ils décident alors de les arrêter tous les deux. Mais il faut attendre encore 3 mois pour que le voleur passe sa table et avoue aux policiers qu'il est l'auteur du fameux vol du musée d'art moderne de la ville de Paris et qu'il désigne enfin son complice, révélant alors une piste sérieuse. Cette affaire de vol de tableaux qui vient de rebondir. En 2010, 5 chefs-d'œuvre, dont un Picasso et un Modigliani, étaient dérobés au musée d'art moderne de Paris. Leur montant plus de 100 millions d'euros. Eh bien, on a appris que 2 hommes avaient été interpellés. Seul problème, les tableaux, eux, restent introuvables. Lorraine Gublin et Philippe Turpot, regardez. C'était un vol spectaculaire et audacieux. En mai 2010, par cette fenêtre, 5 toiles de maître disparaissaient du musée d'art moderne de Paris. Après 1 an et demi d'enquête, le voleur présumé et son receleur viennent d'être interpellés, mais toujours aucune trace de ces tableaux. La grande nouvelle sera de retrouver les tableaux. Donc ne disons rien, ne faisons rien, qui gêne les services de police et la brigade de répression du banditisme, qui a la charge de ce dossier, qui a fait un travail remarquable. Et en même temps, la nécessité pour le monde de l'art, pour notre musée, pour Paris, pour nous, de récupérer ces 5 tableaux qui sont des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. J'espère qu'on va trouver les œuvres, j'espère que les malfaiteurs vont parler, qu'ils ont les œuvres chez eux ou quelque part, qu'ils les ont vendues et qu'on peut retrouver ceux et celles qui les ont récupérées. Voilà ce que j'espère, comme tout le monde. Ce que j'attendais, c'est pas qu'on me dise que le voleur a été arrêté. Ce que j'attendais, c'est qu'on me dise que les tableaux ont été retrouvés. J'espérais que peut-être ses aveux ou quelque chose ferait en sorte qu'on trouve les tableaux et que les tableaux reviennent. Tomic dit ça, il dit que c'est une commande de M. Corvez. Ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre sur la part d'initiative de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que chacun s'envoie un peu la patate chaude, chacun essaie de diluer sa responsabilité sur l'autre. Le tribunal y retrouvera ses petits. En tous les cas, il a fait le coup. Corvez apparaît vraiment très nettement comme le commanditaire de notre point de vue, même s'il le nie. Jean-Michel Corvez, il affirmera pendant toute l'instruction qu'il avait un commanditaire à l'étranger. Il précisera qu'a priori ce commanditaire était même dans les Émirats, mais il refusera de révéler le nom du commanditaire. Il expliquera même qu'il a peur des représailles. Il va aller plus loin, il va dire à un moment qu'il a perdu sa femme, qu'il a perdu son commerce, qu'il a perdu son argent et qu'il veut conserver sa vie. Il affirme que le commanditaire, après ce vol et son retentissement, a eu peur et a pensé que les œuvres, elles étaient plus exploitables et donc aurait changé d'avis et se serait effectivement rétracté. Le pigeon au petit pois de Picasso,
la pastorale d'Henri Matisse, l'olivier de Georges Braque, les chandeliers de Fernand Léger, la femme à l'éventail de Modigliani. Des chefs-d'œuvre trop connus pour être revendus, disent les spécialistes. Aucun collectionneur au monde n'est assez stupide pour mettre son argent dans un tableau qu'il ne peut ni montrer à d'autres collectionneurs, ni revendre, sans aller en prison. Personne, aucun acheteur au monde ne touchera à ces œuvres. Effectivement, quand vous lisez dans la presse, tel Modigliani s'est vendu pour tel prix, tel... on se dit, bon ben voilà, les œuvres d'art c'est fantastique, ça vaut une fortune, il y en a plein de musées, voilà. Mais aucun collectionneur aujourd'hui ne voudra toucher de près ou de loin à ces œuvres. Donc, de facto, ils ne valent rien. C'est-à-dire qu'ils auraient volé les affiches des tableaux à la boutique du musée, c'était pareil. Les œuvres d'art volées, les plus célèbres, ont été retrouvées parce qu'il n'y a pas de débouché pour ces œuvres d'art. Ça semble impensable aujourd'hui qu'un individu, à part dans James Bond, achète la femme à l'éventail de Modigliani qui a été volée au musée d'art moderne de Paris. On n'a jamais vu un collectionneur dans son château en Suisse qui achète des œuvres volées pour compléter sa collection. Sur 2300 affaires résolues auxquelles nous avons participé, ces tableaux ont été retrouvés dans beaucoup d'endroits différents, mais jamais dans un château dans lequel vivrait un homme collectionnant des œuvres volées. Moi, je ne crois pas au romantisme dans le banditisme. Les gens qui volent des œuvres d'art, la majeure partie, c'est pour en tirer un profit personnel. Alors ensuite, ça peut alimenter des réseaux criminels divers et variés. Ça peut être simplement pour leur enrichissement personnel, mais je ne crois pas que ce soit par amour de l'art. Corvèze va conserver les toiles dans son atelier. Son problème, c'est que peu à peu, il ne sait pas quoi faire de ces toiles. Qu'il s'aperçoit que la pression est considérable, que ces toiles, c'est des sortes de bombes à retardement, d'autant qu'il a des problèmes d'argent, il veut vendre son commerce, et pour ça, il faut qu'il le fasse visiter. Et faire visiter son commerce avec les toiles à l'intérieur, même cachées, il dit qu'en tout cas, il ne peut plus avoir les toiles chez lui. Donc il cherche qui pourrait éventuellement conserver ces toiles. Et la personne qui va accepter de le faire, c'est une de ses connaissances professionnelles, qui est devenue son amie, on pourrait dire, qui s'appelle Byrne, qui lui est un artisan, un expert en joaillerie et en horlogerie. Les toiles changent une deuxième fois de main et passent dans celle de Byrne. Ensemble, ils vont vider une armoire, ils vont tirer l'armoire, mettre les toiles derrière l'armoire, et Corvèze s'en va. Ce que Byrne raconte, c'est que 3 mois auparavant déjà, Corvèze lui a proposé une des toiles, à savoir le Modigliani. Et qu'une fois qu'il verra cette toile, c'est un véritable coup de foudre qu'il va y avoir. Il va être aimanté par la beauté de cette femme à l'éventail, et que là, il va vouloir à tout prix la voir. Corvèze va le lui proposer pour 80 000 €. Byrne explique que lorsqu'il a reçu cette toile, il l'a conservée un peu chez lui, et ensuite il est allé louer un coffre dans sa banque habituelle, qui se trouve boulevard Haussmann. Il y a déposé le Modigliani. Byrne est entré très tôt dans les radars des policiers. Ils se sont aperçus que Byrne avait des discussions avec Corvèze. Quand Byrne est interpellé, les policiers perquisitionnent son atelier. À ce moment-là, 4 des 5 toiles étaient derrière l'armoire. Et il assure que les policiers n'ont pas pensé à regarder derrière l'armoire et qu'ils ont donc raté les 4 toiles qu'à ce moment-là, ils auraient pu directement retrouver.
À la suite de cette perquisition, d'un seul coup, il va réaliser l'importance de ce qui s'est passé, le danger qui court, le risque d'être interpellé et de se retrouver en prison pour plusieurs années, et qu'il veut trouver une solution. Il a pété les plombs, il a eu peur, il a senti que la police était sur lui, il aurait détruit les tableaux. Il dit qu'il les a jetés dans la benne à ordures. Ensuite, il est allé dans sa banque. La cinquième, celle qu'il aimait tant, est allée rejoindre les 4 autres toiles dans la poubelle. Le procès-verbal précise, ce qui est quand même assez rare, qu'il fond en larmes au moment où il raconte ce moment-là. Et le juge s'arrête et lui précise « Je fonds en larmes parce que je m'aperçois que ce que j'ai fait est absolument monstrueux ». C'est un acte qui me paraît, disons, irrationnel et impensable. Pendant plusieurs jours, j'essaie de m'imaginer comment il a pu physiquement le faire. C'est-à-dire, je crois que je me promène dans Paris en regardant les poubelles, on essaie de voir comment un tableau peut rentrer dans une poubelle, comment c'est possible de le détruire, comment matériellement aussi on peut casser un châssis d'un tableau ancien avec la toile et comment tout ça est possible. Et j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Et je n'arrive en fait pas du tout à l'imaginer. Un seul tableau, peut-être que je me serais résigné. Mais 5 tableaux, non, je ne peux pas le croire. Parce qu'y croire, c'est presque considérer que l'affaire est close. Si on a été assez fou pour accepter de prendre ces toiles, il ne me semble pas absurde d'être assez fou pour les jeter à la benne à ordures. Dans l'histoire de la BRB, je crois que des œuvres d'art détruites, au moins officiellement, il n'y en a pas encore. On peut penser que c'est un stratagème pour essayer d'éviter qu'on tire le fil rouge jusqu'à ceux qui finalement, peut-être, vraisemblablement, ont été les bénéficiaires ultimes de ces tableaux, selon toute vraisemblance, dans un pays étranger. Les policiers vont essayer de voir si les toiles pourraient être au Maroc, si les toiles pourraient être en Israël, si les toiles pourraient être aux États-Unis, si elles pourraient être en Grèce. Tous les pays où Byrne a l'occasion de se rendre en vacances, plus ou moins régulièrement. Malheureusement, aucune piste n'a pu être remontée sur ce qu'auraient pu devenir les tableaux. La vraie question est, que deviennent les œuvres volées? En postulat, je dirais qu'en 20 ans, sur 100 tableaux de grande valeur volés, 20% seront retrouvés dans les 20 années qui suivront. 20% seront certainement détruits. De nombreuses affaires nous l'ont prouvé. Ces tableaux deviennent trop dangereux à garder, ou ils sont endommagés, et les resellers n'imaginent pas qu'ils peuvent être restaurés. 20 à 30 autres pourcents sont sûrement vendus à des collections privées et dont les acheteurs ne savent pas qu'ils sont volés. Il faut alors attendre une 50aine d'années pour qu'ils soient à nouveau vendus et qu'on retrouve leurs traces. Et les criminels en gardent probablement 10 à 15%, parce qu'ils espèrent que s'ils sont arrêtés pour une autre affaire, ils pourront utiliser les tableaux pour négocier avec les magistrats et ainsi réduire leur peine. Certains de ces tableaux sont utilisés comme une garantie dans le milieu du banditisme. Si un vendeur de drogue doit de l'argent à son fournisseur, il peut laisser le tableau en caution en lui disant « Je reviendrai te payer plus tard. En attendant, garde le tableau. » Où sont passés les tableaux du MAM? Dans ce cas précis, nous n'en avons aucune idée.
L'affaire du musée d'art moderne de Paris, elle reste particulière de par son ampleur et de par son côté spectaculaire. Et puis elle laissera toujours un goût d'inachevé dans l'esprit des enquêteurs du groupe de répression du trafic d'objets d'art, tant que les œuvres n'ont pas été retrouvées. Mais ce souvenir-là est un traumatisme, c'est une violence. C'est peut-être le souvenir le plus douloureux de ma vie professionnelle. C'est une affaire dont je rêve. Parfois, il m'est arrivé de faire des cauchemars ou des rêves dans lesquels un tableau apparaissait, celui de Fernand Léger, par exemple. J'y pense beaucoup et j'y pense tous les jours, et j'espère tous les jours que ces tableaux réapparaîtront. Avec, je dois dire, un tableau qui pour moi est le tableau le plus important à mes yeux, mais c'est peut-être un attachement plus sentimental, mais le petit tableau de Matisse. Et c'est un tableau qui exprime une sorte de joie de vivre, et je trouve que symboliquement, ça serait important que ce tableau revienne au musée. Un acte impensable, irrationnel, détruire des œuvres d'art. C'est impossible pour moi de l'imaginer et de l'accepter. À ce jour, les toiles ne sont toujours pas retrouvées. Le juge d'instruction parisien a achevé son enquête et le procureur réclame le renvoi de messieurs Tommy, Corvez et Byrne devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, vol et recel. Les 3 hommes, qui ont déjà accompli plus de 3 ans de détention provisoire, restent, c'est important de le rappeler, présumés innocents dans l'attente de leur procès, et ils comparaîtront libres. Pourra-t-on enfin trouver une piste sérieuse pour récupérer les toiles? Ou fera-t-on définitivement le deuil de ces 5 chefs-d'œuvre volés en 16 minutes chrono une nuit de mai 2010? Espérons qu'elles ne sont pas détruites et qu'elles reviendront rapidement au musée d'art moderne de la ville de Paris pour ne plus figurer sur la longue liste des trésors volés.